Parfait, vous voyez. Effectivement, je voudrais vous faire part de mon projet de recherche-création, La peur de la mère patrie, dont la pièce... Un peu plus près. Est-ce que je dois regarder quelque part en particulier ou... Non. Non, ok, parfait. C'est ça. Donc, mon projet en recherche-création, dont la pièce que Christine a évoquée fait partie. Mais ce n'est pas... le projet est composé de plusieurs volets. Donc, effectivement, vous avez pu voir la pièce qui fait partie de l'exposition. Comment je fais pour avancer mon expo, excusez-moi. Ah, voilà, excellent, merci. Voilà. Donc, mon projet ultime, c'est-à-dire le projet final tel que je l'imagine en ce moment, ça va être c'est une installation sous forme d'une tente de la terreur avec plusieurs projections à l'intérieur, avec une séquence filmique projetée à l'intérieur qui comportera des éléments d'interaction. Et pourquoi alors tout ce projet ? C'est justement... Voilà, j'ouvre mon petit document. Donc, plusieurs feuilles qui sont collées. Alors voilà. Donc, en fait, dans le cadre de mon projet, je travaille sur le thème de la peur dans un état totalitaire. Plus précisément, en me penchant sur mon enfance dans les années 80 en Russie soviétique. Dans le cadre de mon projet, j'aimerais mettre en lumière le continuum historique dans lequel s'inscrit mon enfance. Son continuum a pris source dans la révolution russe en 1917. Et aujourd'hui, une nouvelle spirale de ce continuum de violence et d'oppression se déroule en Russie devant nos yeux dans divers événements entourant l'invasion de l'Ukraine. Donc l'objectif de mon travail de recherche-création, c'est, en faisant appel à la mémoire personnelle et collective à travers les images d'archives, les images documentaires tournées et les images de mise en scène, faire le travail de représentation pour le spectateur occidental d'une émotion précise, apprise dès l'enfance dans une société d'oppression, la peur. C'est une peur devant l'autorité, devant l'État, la peur de devoir se plier à la volonté d'une force plus grande que nous, mais d'une force qui ne connaît ni la loi ni la justice. C'est une émotion qui peut prendre plusieurs formes, peut être vécue dans des situations les plus diverses de la vie publique, et que j'appellerais, pour simplifier, la peur de la mère patrie. Donc, afin de représenter cette émotion propre aux habitants des pays totalitaires, au public occidental, je vais composer une expérience interactive. Et ce projet a plusieurs aspects. Il y a un contexte historique que je viens d'évoquer, le contexte scientifique aussi. Donc, pour dire quelques mots sur le contexte historique, il y a plusieurs champs d'exploration qui se croisent dans ce projet de recherche-création. Il y a tout d'abord, il est primordial de présenter et de faire comprendre l'histoire politique en Russie comme faisant partie d'un seul et unique espace-temps ayant pris début dans les événements de la Révolution, à la naissance de l'État soviétique, qui depuis a toujours été basé sur l'oppression et la terreur. The Cancer of the Polish Terror, je vais me permettre de citer Appelbaum, qui a écrit un livre qui s'appelle Goulag, sorti en 2003. The cancer of the Polish terror was embedded in the original DNA of Lenin's creation, an integral part of the Soviet system. On estime qu'entre 1923 et 1953, au pic du stalinisme, plus de 18 millions de personnes ont passé par le réseau des goulags. Un autre 6 millions ont été déportés vers les territoires éloignés et quasiment inhabités, de facto condamnés à la mort ou à la misère, dont d'ailleurs mon arrière-grand-mère. Donc, aussi en travaillant sur ce projet, je me suis rendu compte que je suis la 4e génération en fait, qui vit le traumatisme, on va dire, le traumatisme infligé par l'État. Et donc, juste quelques mots sur le système des goulags. Et d'ailleurs, je vais finir avec mon exposé. Ça me permet de prendre un petit peu d'eau. Je vais finir mon exposé avec une petite expérience, si vous permettez. Je vais distribuer quelques objets que je vais vous demander de manipuler.
Donc, ça va être un peu plus ludique à la fin. Donc, juste, si vous voulez bien encore m'entendre un peu sur le contexte historique, sur le système de goulag. Donc, les goulags constituaient une énorme partie de l'économie de l'URSS. Et ce système a diminué pendant les années du dégel de Khrouchtchev et disparu après Perestroïka. Mais ni le système pénitentiaire, ni la structure de la police d'État, KGB, qui se nomme FSB aujourd'hui, n'ont connu aucune réforme. Cette structure n'a jamais été remise en question officiellement, même après la Perestroïka. Seulement un petit groupe privé d'historiens professionnels et d'amateurs engagés ont mis sur pied une organisation mémoriale qui faisait depuis les 35 dernières années le travail de restauration et de la mémoire historique des crimes perpétrés par l'État soviétique à l'égard de ses citoyens. Mais, encore et toujours, significantly, there have been no trials, no truth, and reconciliation commissions. Many of the mass graves have unearthed, but these attract little notice in Russia, and scarcely more than a paragraph in Western newspapers. Irreconcilable versions of the past contend for the current Russian soul. Je cite Stephen Merritt, 2003. Parmi les événements violents entourant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu une interdiction du mémorial par le gouvernement russe en décembre 2021. Ça souligne à quel point la question de la mémoire collective est importante et quel énorme danger elle représente pour un pouvoir non légitime. Et d'ailleurs, en décembre 2022, Memorial a reçu le prix Nobel de la paix. Lors de son discours, Jan Rechensky, c'est le président, le cofondateur du Memorial, a dit « Hélas, la société russe n'a pas eu la force de briser la tradition de la violence d'État. Pendant 70 ans, l'État a détruit toute solidarité entre les gens, atomisé la société, éradiquant en elle toute manifestation de solidarité civile, la transformant en une population soumise et sans voix. Le triste état actuel de la société civile en Russie est une conséquence directe du passé en vaincu. » Et j'aimerais vous parler des différents aspects de la peur. Donc cette dimension historique de mon projet dont je vous ai parlé doit être complétée par l'étude de la peur que je voudrais scruter chez l'homme soviétique ou post-soviétique, l'homme rouge, selon l'expression de Svetlana Alexievich, et chez l'enfant soviétique que j'étais dans les années 80. La peur a été largement étudiée du point de vue politique et sociologique. En effet, politics involves social relations, authority, power, and decision-making. There is no question that fear can contribute to this phenomena. Fear has been traditionally recognized as one of the fundamental forces that shape human life. According to Thomas Hobbes, fear as a shared emotion was even a grounding point for public life. Hobbes, c'est les citations de Hobbes. Hobbes believed that having control over human fears meant holding power in the society. Although Hobbesian philosophy has been critically revised, the intersection of fear and politics still remain a significant field of interest, and past trauma experienced by individuals and groups are a significant factor influencing current and future social interaction. In this respect, history becomes an important aspect and a powerful instrument in politics. Je cite Debiec et Ledoux, 2004. Et c'est intéressant de souligner que les auteurs de cet article parlent des séquelles de la peur dans les groupes de personnes autant que les individus. Et j'aimerais rendre clair dans mon projet que ces deux niveaux existent en tout temps. En tant qu'individu, ces moments de la peur, j'en ai vécu plusieurs, j'en ai en ma mémoire et j'aimerais les explorer dans mon projet. Je me souviens par exemple de l'air alarmé d'un adulte parlant à un autre. « Chut, les murs ont des oreilles !» Je me souviens d'avoir toujours scruté les façades des immeubles en marchant, perplexe. Où sont leurs oreilles? Pourquoi c'est grave qu'ils ont des oreilles? Qu'est-ce qu'ils peuvent entendre? Je me souviens aussi de ma peur de me rendre dans un endroit glauque avec des ampoules cassées au plafond, à peine éclairées, dont les employés étaient mal polis, brusques avec les clients, en bureau de police. J'avais 18 ans et je devais recevoir mon passeport de citoyenne russe. Est-ce que le policier va m'humilier, m'agresser? Ça, c'est déjà vu.
Le policier m'a finalement simplement délivré mon passeport. Il était tellement saoul qu'il ne tenait que difficilement debout. La peur à laquelle je pense, c'est la peur dans le métro, dès qu'on voit un policier se détacher sur fond d'une foule pressée, indifférente et se diriger dans notre direction. Un coup de peur qui monte dans le ventre. La peur dans moi quand j'apprends que nous avons des livres interdits chez nous. Il paraît que si on se fait prendre, ma mère peut perdre la garde parentale de ses enfants, mon frère et moi, et être envoyée en prison. Les livres en question, Maître et Margarita et Le cœur du chien de Mikhail Bulgakov. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose. Je crois que oui, maintenant ça a été traduit depuis longtemps. Et d'ailleurs, ces livres-là, on les lisait sous forme de photocopie qu'on faisait circuler entre les amis. Et tout dernièrement, il y a 2 mois à peine, j'ai les genoux mous lorsque je suis en temps réel sur un service de messagerie Telegram. Je suis en temps réel l'avancement de la mobilisation à Moscou, où habite encore ma famille et mon frère. Les gens filment ce qu'ils voient autour d'eux, et c'est comme si j'y étais. Les vidéos et les photos défilent en temps réel. La police patrouille les sorties, les entrées des stations du métro et arrête les gens dans la rue pour leur faire signer l'avis de conscription. Certains sont arrêtés physiquement et amenés au point de rassemblement militaire de force. Beaucoup sont envoyés sur le front ukrainien dès le lendemain. Et donc, parlant de la dimension biologique de la peur, on sait aujourd'hui que les événements traumatiques modifient la structure même du cerveau chez les mammifères et peuvent par conséquent causer une modification de l'ADN. Les traumatismes peuvent s'inscrire au cœur de nos cellules, sur notre ADN, et modifier l'expression de gènes impliqués dans la réponse au stress et sa régulation. Cette inscription s'opère par des modifications chimiques sur l'ADN sans toutefois modifier la séquence de l'ADN. Les protéines qui entourent l'ADN peuvent aussi être marquées différemment et permettre sa compaction ou son ouverture. D'autres mécanismes impliquent de petits ARN qui rendent les gènes silencieux en participant à la dégradation des transcrits issus de ces gènes. Ces modifications sont dites épigénétiques et sont d'autant plus nombreuses que les traumatismes sont précoces ou le trauma particulièrement violent. Des modifications épigénétiques ont été rapportées dans certaines psychopathologies comme l'anxiété et l'état de stress post-traumatique. Ces empreintes du stress sont transmissibles sous certaines conditions à la descendance. Zamateo Botman 2004. Et voilà, donc voici la motivation pour ce projet. Est-ce que je peux briser cette transmission de la peur au moins dans ma vie privée? Est-ce que je les ai déjà transmis à mes enfants ou ça s'arrête à moi? Et je veux au moins essayer de briser cette chaîne de transmission de la peur. Et quelques mots sur ma méthodologie. Est-ce que j'ai encore un petit moment? 2 minutes, je veux parler. D'ailleurs, j'ai oublié de faire avancer mon document. Et j'ai déjà parlé de ça. Voilà. Et donc, quelques mots sur la méthodologie avant de vous soumettre la petite expérience qui va, elle, durer 2 minutes. Donc, j'ai décidé de travailler sur mon projet en appliquant la méthode auto-ethnographique. Et donc, c'est un récit qui ne vise pas la véracité, mais la cohérence, la vérisimilitude et l'intérêt. Et avec la finalité de faire revivre émotivement au lecteur, au spectateur dans ce cas-ci, l'histoire racontée par la mémoire du corps. Je cite Paquin dans la méthodologie de la recherche-création. Le point de départ est la narration proprement subjective du chercheur, des allers-retours entre l'expérience personnelle et les dimensions culturelles et sociales. C'est la voix à la première personne. Et donc, afin de faire ressentir cette émotion au spectateur, je vais lui faire vivre une installation où il va passer... mon but, c'est de lui faire vivre un sale quart d'heure dans cette tente de la terreur, et dans laquelle un récit au jeu va guider le public à travers l'expérience. Je pense que je vais raccourcir cet exposé et tout simplement, effectivement, terminer en vous amenant vers cette petite expérience pour laquelle je vais avoir besoin de quelques volontaires.
Et donc, voilà, je vais faire jouer la petite vidéo. Oui, voilà, je pense que j'aimerais juste en fait mentionner, je vois Frédéric devant moi, puis son exposé m'a inspiré parce qu'il nous a parlé en fait il nous a partagé sa réflexion sur sa propre démarche et il nous a dit pensez inclure dans votre création, pensez inclure la création dans votre quotidien. Essayez de laisser les traces de votre processus créatif personnel un peu chaque jour. Pour lui, c'est la course qui est à la fois son mode de vie et aussi sujet objet de son travail, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et l'idée qui m'est venue suite à ça, juste pour compléter mon récit sur mes méthodes de travail, c'est utiliser lors de la présentation du projet le principe de mon sténomasque. C'est un outil de prise de notes sténographique que j'utilise dans mon travail. Je travaille comme sténographe. Et le sténomasque est un objet très technologique qui, parce qu'il peut être branché via l'ordinateur au logiciel de la reconnaissance vocale. Et donc, il permet à la voix enregistrée d'être transcrite dans un programme de traitement de texte en temps réel. Et je pourrais donc un peu comme... utiliser cette technologie, capter les voix des gens qui sont dans mon espace d'installation, enregistrer leurs réactions, leurs commentaires ou simplement leur souffle en temps réel et les faire apparaître sur un écran en superposition à la vidéo qui se déroule. Et grâce à un décalage de projection, ils pourraient voir les réactions des autres spectateurs avant eux. Et ça serait un moyen de mettre les spectateurs en rapport les uns avec les autres et susciter une émotion et de la faire partager. Donc un principe qui vise à briser l'atomisation, le sentiment d'isolement de l'individu duquel se nourrit l'état totalitaire, qui est finalement le but de mon travail. Donc, merci beaucoup de votre attention. Maintenant, je vais vous distribuer des... Est-ce qui veut participer? J'ai besoin de 5 personnes. Christine? Parfait. Excellent. Donc simplement, je vous demanderai d'écouter la vidéo et de suivre les ordres. Oh non, ça ne peut pas jouer. Oui. Oui? Oui? Ah, ok. Dernière page de... Ça va? C'est à la toute dernière page, le lien. Ok. Avant-dernière page. Ouais. Non, ça va. Tu dois les rentrer dans cette ligne-là. Ici, ouais, c'est ça.
totalitaire. Et vous avez ceux qui ont résisté, n'ont pas avalé, ne sont pas allés contre leur nature. Félicitations, continuons à résister. Et